Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures. Et voici les titres de ce soir. Le chef de l'État reçoit les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. La République de Djibouti élu membre du comité exécutif de l'UNESCO pour la période 2021-2025. Et pour les nouvelles mondiales, première étape de la tournée africaine d'Anthony Blinken. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir chez vous sur ce journal de 22 heures. Le journal au complet à présent. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a ce matin, en fin de matinée, reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Cuba, M. Marcelo de la Caridad Caballero Torres. Cette cérémonie de remise de lettres de créance est tenue au palais présidentiel en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère Mariam Goumane. Après lui avoir souhaité la bienvenue, le président Guelleh a assuré au nouvel ambassadeur de la disponibilité des autorités djiboutiennes de l'aider dans l'accomplissement de sa mission en œuvrant en faveur de la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. De son côté, le nouvel ambassadeur, M. Marcelo, accompagné le développement qui connaît la République de Djibouti, toujours à la présidence. Après le nouvel ambassadeur américain cubain, après la cérémonie très protocolaire et solennelle de remise des lettres de créance, le président s'est entretenu avec l'ambassadeur. Cette fois-ci, le président de la République a reçu le nouvel ambassadeur de l'Inde, Ramachandran Chandramouli. Au cours de cette rencontre, le président a déclaré que la République de Djibouti se félicite d'entretenir avec l'Inde des relations solides et fraternelles fondées sur une communauté de valeurs de tolérance, de solidarité et de paix. Quant à lui, l'ambassadeur a souligné que c'était un privilège de renforcer les relations d'amitié et de bonne entente entre les deux pays. Plus loin, il a félicité le président Guelleh pour sa vision sur le développement pour Djibouti. Et tous les deux ambassadeurs sont résidents à Djibouti. The Djiboutian people, under your able leadership, have created a record of peaceful coexistence and continuous development. I would like to express our sincere appreciation to your government for extending all the assistance when Indian naval vessels make port calls in Djibouti. India also deeply values the support offered by Djibouti for various Indian candidatures to international bodies. Toujours dans cette optique, cette fois-ci, le président de la République a reçu le nouvel ambassadeur du Nigeria, M. Victor Adekunle. Dans ces mots, le nouvel ambassadeur a mis en exergue l'importance qu'accorde son pays à la coopération avec Djibouti. Au nom du président du Nigeria et en mon nom, j'exprime mon admiration pour les réalisations remarquables accomplies à Djibouti à la faveur de votre clairvoyance et votre vision, Monsieur le Président, a dit l'ambassadeur. Une fois fini, ce fut au tour du nouvel ambassadeur de Philippines, M. Ezzedine Tago. Le nouvel ambassadeur a d'abord transmis au président ses chaleureuses salutations. Il a ensuite traduit toute sa reconnaissance au président Guelleh pour l'acceptation de sa nomination en qualité d'ambassadeur de Philippines auprès de la République de Djibouti. Le président a invité le nouvel ambassadeur à travailler davantage à la consolidation et au raffermissement des relations si chaleureuses qui existent entre les deux pays.
Enfin, le président a reçu le nouvel ambassadeur du Royaume du Thaïlande, M. Putaporn Euksen. Le nouvel ambassadeur a félicité le président de la République pour les progrès que Djibouti a enregistrés dans tous les secteurs d'activité et fait état de sa détermination à œuvrer en renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le nôtre. Rodrigo Roa Duterte accrediting me as ambassador of the Republic of the Philippines to the brotherly and friendly country of Djibouti. He also sends his wishes for your continued health and success and for the development and prosperity of Djibouti. And great honor to present to you, Excellency, letter of great credence by His Majesty the King, appointing me as Ambassador of Thailand to Republic of Djibouti. Autre actualité mentionnée dans les titres où notre pays vient d'être élu brillamment ce jour avec un résultat de 161 voix ex aequo avec le Botswana en qualité de membre du conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2021-2025. Pour la seconde fois de son histoire, après le mandat 2009-2013, la République de Djibouti réintègre l'organe directeur principal de l'UNESCO, c'est-à-dire là où se prennent toutes les grandes décisions. Cette victoire est le résultat d'une grande mobilisation tant au niveau bilatéral à Paris qu'à l'exercice diplomatique intense à Djibouti au sein du ministère des Affaires étrangères et toutes nos missions diplomatiques à l'extérieur. Le travail engagé par son Excellence, M. Aïd Mousset Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France, délégué permanent auprès de l'UNESCO, après la visite successive de 2 directrices générales de l'UNESCO à Djibouti, vient aujourd'hui d'ancrer définitivement sa place au sein de cette famille de l'éducation, de la culture, des sciences et de la paix qui sont les points cardinaux. Par ailleurs, Djibouti siège en qualité de vice-président à Afrique du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. À ce titre, Djibouti, en sa qualité de membre du conseil exécutif, participera à l'élection du prochain directeur général de l'UNESCO en 2025. Cette victoire témoigne, si besoin en était, de la confiance accordée par la communauté internationale à l'endroit de notre pays, de la politique éclairée et de sagesse conduite par son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a réuni l'ensemble des médecins-chefs des centres de santé communautaires et des polycliniques, ainsi que les directeurs centraux et des programmes transversaux dans le cadre de la redynamisation et des rehaussements de la qualité des soins de santé de base. En effet, l'objectif visé par cette réunion est d'améliorer l'offre de soins en passant par l'accueil et la prise en charge des patients dans toutes les structures sanitaires du premier au deuxième niveau. À cet effet, diverses problématiques ont été au cœur de la discussion, notamment la collecte des données sanitaires. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a exhorté ses collaborateurs à faire preuve de plus d'efficacité et de professionnalisme afin de répondre au mieux aux besoins des patients pour les consultations ambulatoires. Le ministre a par ailleurs rappelé le rôle central des médecins-chefs dans la gestion et la bonne marche de leurs structures sanitaires. Le ministre a conclu en exprimant toute sa satisfaction pour le travail abattu en rappelant à un rehaussement de qualité des soins offerts au niveau de toutes les formations sanitaires de notre pays.
En ce jeudi 18 novembre 2021, la situation du Covid-19 en plus de Djibouti se décline sur 448 tests pratiqués, 0 cas positifs et 0 décès. Le nombre de personnes vaccinées est donc de 71 735. Autre actualité nationale où le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, a reçu dans son salon d'honneur le coordinateur résident du système des Nations Unies, M. Eric Overvest. M. Eric a remercié le ministre pour son accueil chaleureux et lui a félicité pour sa nomination à la tête de cet important ministère. Que le ministère délégué chargé de la décentralisation et lui a souhaité bon courage dans la suite de ses nouvelles responsabilités. Arrivé en fin septembre 2021, dans l'exercice de ses fonctions à Djibouti, le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti a présenté au ministre les objectifs généraux de sa mission et a assuré le plein soutien du système des Nations Unies pour appuyer le programme de la décentralisation, l'extension et le renforcement de partenariats. Le ministre de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, a pour sa part remercié le coordinateur résident pour son souhait et a rappelé par la suite le lien fort de partenariat existant entre Djibouti et le système des Nations Unies. Le ministre a également fait un bref rappel des prérogatives de son département en expliquant que le rapprochement de l'administration aux administrés est sa mission première. Ceci en parfait accord de la politique de son Excellence, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une importance capitale au sujet de la décentralisation, a dit en substance le ministre. Les deux parties ont longuement discuté sur le voies et moyens à élargir la coopération afin d'appuyer les collectivités locales en identifiant les potentialités de chaque région. L'essentiel de la discussion a porté sur la mobilisation des ressources en vue d'appui effectif aux initiatives locales. Autre actualité nationale, le président de la Chambre de commerce par intérim, M. Abdallah Ibrahim Abdallah, a reçu une importante délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. Ce déplacement de la délégation française s'inscrit en préparation de la visite du président de la région PACA, qui se rendra à Djibouti sur invitation du chef de la diplomatie djiboutienne l'année prochaine. Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, le président de la Chambre de commerce par intérim et les membres de la délégation française ont fait le point sur les projets identifiés lors des séances de travail entre les experts des deux pays. Le président de la Chambre de commerce par intérim, M. Abdallah Ibrahim, et les membres de la Chambre de commerce ont échangé avec les membres de la délégation française des idées et discuté des projets. Ils ont convenu que cette visite sur le terrain à Djibouti est une opportunité d'explorer des nouvelles pistes de coopération entre la République de Djibouti et la région PACA. Le président de la Chambre de commerce par intérim a échangé avec les membres de la délégation française des idées et discuté des projets futurs avec les membres de la Chambre de commerce. La visite s'est conclue par la traditionnelle photo de famille. Toujours dans l'actualité nationale, c'est le Sheraton Hotel qui a abrité une réunion de l'IGAD sur la résilience. Cet atelier a porté sur l'impératif de créer un centre régional d'information sur les eaux souterraines. Objectif, renforcer les capacités nationales et régionales dans les domaines de la gestion des ressources en eau et au développement du dialogue régional et également de la coopération pour le développement durable de la gestion des ressources en eau dans la Corne de l'Afrique. En effet, les ressources en eau souterraines sont les principales sources d'eau pour les communautés vulnérables vivant dans les zones rurales, certaines communautés vivant dans les quartiers informels. Ainsi, une urgence a été à l'ordre de ces 3 jours d'engager les discussions sur la mise au point d'une note conceptuelle pour le centre d'information sur les eaux souterraines à établir. Et afin de créer un centre régional des eaux souterraines de l'IGAD, les États membres ont convenu d'approuver l'initiative bientôt et de la rendre durable avec le soutien des partenaires pendant la période initiale et avec le soutien des États membres en long terme. Ces discussions ont eu pour finalité à appeler les participants des pays membres et partenaires de l'IGAD à fournir le soutien nécessaire à ce projet régional sur les eaux souterraines afin de garantir à notre population l'accès à une eau fiable, sûre et abordable. Cet atelier qui revêt une importance stratégique a rassemblé dans l'immédiat les représentants des pays membres de l'IGAD.
Les visites notifiées des établissements pénitentiaires et les lieux de détention préventive du pays fait partie des missions de la CNDH. L'objectif de ce genre de visite est de s'informer sur les conditions de détention des prisonniers en général et des détenus vulnérables en particulier. Et c'est dans cette optique, la CNDH veille à ce que les prévenus et les condamnés bénéficient des conditions de détention acceptables. La Commission doit également s'assurer que la dignité de la personne privée de liberté soit protégée conformément à l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux règles minima en matière de traitement des détenus. Une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président, M. Salaban Omar Oudine, s'est rendue ce mercredi 17 novembre 2021 à la prison civile de Gabod. Ces visites régulières des lieux de détention conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 59 ont pour but de s'informer des conditions de détention, d'évaluer le niveau de respect des droits de l'homme et d'apprécier les moyens mis en œuvre. Le président de la commission, M. Salaban Omar Oudine, était accompagné d'une forte délégation composée du commissaire et du cadre de la CNDH. Des échanges fructueux et également ont eu lieu à la prison civile de Gabad entre les directeurs de l'administration pénitentiaire, assisté du commandant Abdi Ali, le médecin-chef de la prison et la délégation de la CNDH. Le président de la CNDH et sa délégation accompagnée du staff du directeur de la prison dans les différents quartiers des mineurs RS, des femmes, des prévenus et des condamnés. Un questionnaire pour l'évaluation des conditions de détention dans la prison civile a été distribué aux détenus durant la visite. Enfin, la délégation a visité la greffe, la cuisine et le stock d'alimentation de la prison. Dans le cadre de l'évaluation de l'accès aux technologies d'assistance des personnes à besoins spéciaux, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce mercredi au Palais du Peuple une cérémonie de clôture de la formation du personnel de l'enquête sur l'accès aux technologies d'assistance. La cérémonie a été présidée par le directeur de la NPH, M. Doual Saïd Mahmoud, mais également du directeur de la DIZET, M. Idriss Ali Sultan. L'objectif général de ce projet est de collecter des données sur l'accès aux technologies d'assistance dans la population djiboutienne afin de proposer de nouvelles stratégies pour améliorer l'accès aux technologies d'assistance, d'apporter des éléments d'information permettant de planifier la fourniture des technologies d'assistance et a également en faire une priorité de participer à la conception et à la conduite d'intervention visant à améliorer l'accès aux technologies d'assistance et d'aider à évaluer l'efficacité des initiatives prises pour renforcer l'accès aux technologies d'assistance ou pour mesurer les progrès dans la poursuite des objectifs fixés concernant les technologies d'assistance. Les résultats attendus sont d'adresser vue sur les besoins et les besoins non satisfaits en matière de technologies d'assistance, aider à comprendre comment les principales variables approvisionnement. Les personnes concernées sont les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes vivant avec des maladies chroniques non transmissibles du type diabète. Mon cher collègue de Ali et moi-même avons voulu clôturer cette enquête et pour vous souhaiter que chacun de vous fasse un travail vraiment intéressant et formidable. Et nous serons à côté de vous aussi à travers nos différents coordinateurs qui sont là et nous allons vous accompagner pour que cette enquête puisse réussir. Autre actualité nationale où une cérémonie de fin de formation de formateurs des gestes de premiers secours s'est déroulée ce matin dans la salle de réunion de la protection civile. Pendant 2 semaines, une dizaine de jeunes sapeurs-pompiers sont formés pour devenir à leur tour formateurs aux gestes de premiers secours civiques par un formateur français. Les bénéficiaires de la formation se sont montrés très réceptifs aux messages passés par le formateur français. Cette formation était principalement axée sur la protection et l'alerte, la réalisation de gestes de premiers secours face à une victime en détresse respiratoire ou circulatoire. Les certificats de participation ont été remis et décorés par des insignes au profit des bénéficiaires de la formation en présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, et à ses proches collaborateurs. Le directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa, s'est réjoui de la qualité de formation et a félicité les bénéficiaires pour leur assiduité
en cours de cette formation. La traditionnelle photo de famille a clôturé la cérémonie de remise des certificats. Pour plus ample explication, je vous propose d'écouter le formateur, M. Kevin. Cette formation, en fait, elle a juste pour but de pouvoir donner un élan aux sapeurs-pompiers djiboutiens pour pouvoir les rendre autonomes au niveau de la formation et ainsi permettre à ces 10 stagiaires de former l'ensemble des sapeurs-pompiers djiboutiens sur les gestes de secourisme. Et on a pour but aussi de vouloir continuer cette coopération pour pouvoir former encore plus de formateurs et aussi des instructeurs pour les rendre encore une fois autonomes. Alors cette formation qui a duré 15 jours a pour but aussi de pouvoir former l'ensemble des personnes civiles de Djibouti. Je vous emmène au nord à présent où Obok a accueilli un atelier de programmation des activités sous l'égide de la coordination du projet Covid-19 du ministère de la Santé et de l'UNICEF en coordination étroite avec l'IGAD et l'UNOPS. Cet atelier de 3 jours qui regroupait des participants prévenant aussi bien d'Obok que de Tadjoura se déroulait du 16 au 18 novembre au siège du conseil régional sous l'autorité du secrétaire général du ministère, Dr Salah Benoïte Tourab, en présence des officiels, notamment le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, du vice-président de la région, M. Ahmed Ali Mohamed, du représentant de l'UNICEF, Dr Mokhtar Omar Ahmed, ainsi que le député de la région, M. Kamil Humed. L'objectif étant, avec tous les acteurs potentiels et les responsables techniques et administratifs des deux régions, de faire le point sur la mise en œuvre des activités, d'identifier le goulot d'étranglement qui ralentissent l'exécution des activités et de prendre les mesures adéquates pour accélérer leur mise en œuvre. Au terme de chaque atelier, un plan d'accélération des activités sera disponible, indiquant les responsabilités dans la mise en œuvre des activités, ainsi que les mécanismes de suivi et de coordination au niveau régional en vue d'assurer une meilleure recevabilité du côté des autorités régionales sanitaires. Ce plan va couvrir les 3 derniers mois de l'année 2021 et le premier trimestre 2022. Et un atelier de revue de projet sera également organisé à la fin du mois de mars 2022 pour non seulement faire le point sur l'impact du projet, mais aussi discuter sur la pérennisation des interventions planifiées dans le dit projet. En les renforçant, aussi les communautés. Quelques activités phares comme par exemple le renforcement des 2 équipes mobiles à Tadjoura et à Obok pour vraiment atteindre les zones qui sont difficiles d'accès, qui sont très très éloignées des postes de santé. Et dans ce sens-là, 2 véhicules hardtop ont été achetés et qui sont disponibles au ministère. Nous sommes en train de préparer la passation officielle avec le ministre de la Santé, puis ce sera la passation officielle, nous l'espérons d'ici la semaine prochaine, qui vont venir. Écoutons à présent les réactions du député préfet de la région d'Obok. D'accueillir aujourd'hui cet atelier dans la région d'Obok. Le fait d'associer la région d'Obok dans non seulement l'activité ou la sensibilisation ou les actions à mener contre le Covid, mais également tout ce qui est de santé des bases, parce que ça couvre également les actions concernant la santé des bases. Je pense, à travers l'information que vous nous avez partagée tout à l'heure, certes, officiellement, la région d'Obok ne dispose pas des frontières officielles, mais on a à côté le Yémen, à la fois les migrants, mais également la population obokoise s'y rend de temps à autre. Et Obok fait partie intégrante de la République de Djibouti. Je pense que le fait que vous avez réfléchi à cela est une bonne chose. Avoir bien voulu tenir cette réunion ici à Obok, conjointement bien sûr avec la région de Tadjoura. Covid, je voudrais d'abord intervenir sur le volet de la sensibilisation qui aujourd'hui peine vraiment à atteindre le niveau souhaité. Donc je pense que vraiment, ici, à commencer par les parlementaires, toutes les parties prenantes ici à Obok, qu'on prenne les choses en main et qu'on sensibilise vraiment la population pour que
ils soient vraiment à la hauteur des choses et qu'ils prennent les choses en main et que la vaccination atteigne le niveau souhaité. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la RTT, ils diffusent des spots publicitaires, mais je trouve qu'aujourd'hui, ces spots, s'ils sont bien diffusés, ne font pas l'affaire. Donc, sur le terrain, il faut vraiment faire un travail de fond et qu'il y ait des équipes qui font des porte-à-porte et qui sensibilisent les gens de manière vraiment adéquate. Écoutons à présent les propos du secrétaire général du ministère de la Santé lors de l'atelier de programmation des activités de lutte face au Covid-19 qui est financé par l'Union européenne. Aujourd'hui, nous lançons donc l'atelier de l'officialisation de ce projet. Ces projets s'intéressent surtout au niveau de zones frontalières pour la lutte contre la Covid-19 et également sur le corridor de déplacement de migrants. Mais qui dit Covid-19 dit aussi la santé. Donc ce projet s'étend également pour améliorer la santé. Nous avons l'expérience, Marali connaît bien, avec l'apparition de la pandémie aussi de VIH et SIDA. Le secteur de la santé était amélioré également en incluant dans le financement de la lutte contre le VIH-SIDA les autres composantes de la santé. Sans amélioration de la santé en général, on ne pourra pas faire une lutte efficace et puis nous ne serons pas également écoutés si le système de santé ne marche pas pour lutter contre la Covid-19. Nous avons eu la présentation donc de 3 composantes de ces projets. Ce projet s'intéresse donc à la santé, puisque je disais tout de suite que la santé est globalement concernée en ce qui concerne ce projet. L'hygiène contribue aussi à l'amélioration de la santé. La violence contre le genre, s'il y a la violence, donc je pense que aussi les personnes qui sont violentées, les victimes, si ils ont été atteints par cette violence, arrivent à la santé. Donc la prévention de la violence liée au genre, notamment faite aux femmes et aux enfants, fait partie également de la santé. Et puis la communication, comme a précisé le docteur Mokhtar, une bonne communication est un moyen efficace d'éviter un certain nombre de maladies, également d'avoir aussi des informations sur les maladies, notamment les nouvelles maladies comme la Covid-19. Direction au sud à présent, à Lissabillé, le 15 novembre 2021. Vers 9h, l'expérience et la vigilance des gendarmes de la brigade d'Ali-Sabié ont permis l'arrestation de 3 contrebandiers de 4 dans les environs de la ville d'Ali-Sabié. Ces contrebandiers contournaient les différents postes de frontières pour introduire illégalement des marchandises de contrebande. Les différentes opérations de ratissage et de perquisition ont conduit à la découverte de 19 colis de 4 de contrebande contenant chacun 100 paquets et 25 cartouches de cigarettes. La valeur marchande de toutes ces marchandises illicites est estimée à 2 millions de francs Djibouti. Elles ont été détruites par le feu selon les règles de la procédure. Toutes les personnes impliquées ont été présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de la gendarmerie rappelle que les gendarmes réprimanderont des jours comme nuit tout acte portant atteinte à l'économie et à la sécurité du pays. Nécrologie à présent, un grand homme politique militant de la première heure pour l'indépendance de notre pays, diplomate de carrière depuis l'indépendance, Feu Aden Cher, est décédé avant-hier soir au Caire, Égypte. Un homme de valeur qui a lutté pour l'indépendance du pays et a gravi les échelons de la haute administration djiboutienne en devenant le premier ambassadeur nommé à l'indépendance en 1977. Partageant la douleur de la famille de Feu Aden Cheikh Hassan, le ministre de la Communication adresse ses condoléances les plus attristées au président de la République et à la famille du défunt. Par ailleurs, l'ambassadeur de Djibouti au Caire, Ahmed Ali Barre, l'ambassadeur de Djibouti en Belgique, M. Aden Dilleta, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdi Jama, et l'ensemble du personnel et le directeur du douane Zakat, Suleiman Hussein, et l'ensemble de son personnel adressent leurs condoléances les plus attristées au président
président de la République et à l'ensemble de la famille du défunt Aden Sheikh Hassan. Tous le prient le bon Allah d'accueillir le défunt Aden Sheikh Hassan dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans les actualités internationales, comme mentionné dans les titres, au Kenya, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé mercredi à Nairobi son premier voyage en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction centrée sur la démocratie et le changement climatique ainsi que la pandémie du Covid-19. Le secrétaire général américain Anthony a rencontré à Nairobi la ministre des Affaires étrangères Rachel Omamo. Lors de cette visite, le diplomate américain souhaite rehausser la cote de Washington en tant qu'acteur d'initiatives régionales et internationales visant à restaurer la paix, à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. La question du vaccin contre le Covid-19 a également été abordée. Les États-Unis sont le seul pays du G7 encore capable de respecter les doses qui s'étaient engagés à fournir d'ici à la fin de 2021. Le groupe avait convenu de partager 566 millions de doses. La visite de représentants américains continuera au Nigeria. Les États-Unis étant un partenaire stratégique, Anthony Blinken devrait discuter avec le gouvernement fédéral sur les violations présumées des droits de l'homme et l'insécurité. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.